Ok, il est 12h30. On va commencer. Merci à tout le monde d'être ici avec nous ce midi. Merci au professeur Anne-Catherine Pouller d'être ici avec nous aujourd'hui. Professeur Anne-Catherine Pouller est cardiologue et chef de clinique aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et elle est spécialisée surtout dans l'insuffisance cardiaque, la transplantation cardiaque, l'hypertension pulmonaire et la revalidation cardiaque. C'est correct, je suppose, hein? C'est exact, Merci. oui, oui, oui. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, je vais commencer avec la première question. Pour commencer, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est en fait l'insuffisance cardiaque. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation et l'introduction. Euh, L'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité de la pompe, du muscle cardiaque, en fait, à assurer un débit ou une perfusion suffisante pour les différents organes. Alors, moi, j'essaye souvent de comparer ça parfois au principe d'un barrage. Donc, s'il y a un barrage sur la partie gauche du cœur, il n'y aura pas assez de sang qui va aller en aval vers les organes comme le rein, le cerveau, le foie, le système digestif. Mais par contre, il va y avoir trop de liquide qui s'accumule en amont du barrage et en amont de la partie gauche du cœur, on trouve les poumons. Et donc, on peut avoir de l'eau qui reste dans les poumons. Si c'est surtout la partie droite qui dysfonctionne, on va avoir surtout une accumulation liquide avant la partie droite du cœur. Et avant la partie droite du cœur, on trouve le foie et on trouve les jambes, on trouve les membres inférieurs. Et donc, on va avoir principalement des signes de rétention d'eau, d'accumulation d'eau au niveau des jambes. Ça, c'est la définition assez vaste de l'insuffisance cardiaque. Et peut-être juste un mot pour dire qu'on différencie deux grands tableaux d'insuffisance cardiaque. Parfois, c'est vraiment une perte du muscle. C'est ce qu'on voit le plus fréquemment chez les patients jeunes. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fonction réduite. Et puis, on observe un tableau parfois différent quand on vieillit, où c'est le muscle se contracte encore bien, mais il est incapable de bien se remplir. Et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fonction plutôt préservée. Euh, voilà, simplement pour essayer d'expliquer ce que c'est l'insuffisance cardiaque. Je ne vous entends pas. Voilà. Euh, merci. Quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque et surtout, quand est-ce qu'il faut commencer à se faire des soucis? Donc, Mais donc les symptômes, si on n'a pas assez de sang qui vont vers les différents organes, vers les muscles, vers les poumons, ben on va être essoufflé. Au départ, c'est un essoufflement qui est pour des efforts importants et puis la capacité physique va se réduire. Les patients me disent parfois, je suis incapable de faire ma toilette sans faire une pause, je suis incapable de marcher à plat quelques mètres. On va avoir les pieds qui gonflent. Ça, c'est aussi un signe assez caractéristique. Les patients disent parfois, j'ai la marque de mes chaussettes sur mes chevilles. Et puis quelque chose d'assez spécifique de l'insuffisance cardiaque, c'est le patient qui se réveille la nuit à court de souffle et qui a cette impression d'étouffer, qui ne sait pas rester tout à fait à plat sur son lit, qui doit mettre 2, 3, 4 oreillers pour dormir, parce qu'ainsi, il soulège un peu la pression dans son cœur en étant plus assis et il va mieux respirer. Alors, quand s'inquiéter, euh, l'essoufflement, ça peut être plein, plein de choses. Si on a de l'anémie, on peut être essoufflé. Si on a un peu de bronchite chronique, on peut être essoufflé. Donc, ce n'est pas forcément un seul symptôme ou un seul signe, c'est un ensemble de symptômes et de signes qui va amener un médecin traitant à dire, bah, tiens, peut-être qu'il faut consulter un cardiologue et aller voir un spécialiste. C'est cet essoufflement, ces pieds qui gonflent, cette impression d'étouffer la nuit, de te voir s'asseoir pour dormir. Et c'est surtout si on voit, ben, d'habitude, docteur, je pouvais marcher 5 km et aller faire mes balades avec la DEPS. Et puis ici, je suis incapable d'aller faire mes courses. Ça, ce sont des gros changements. Ça doit amener à consulter également. merci beaucoup. Alors, quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque? Je suppose Alors, qu'il y en a beaucoup. oui, il y en a beaucoup. Je dirais que la cause la plus fréquente, numéro un, ça reste sans doute encore la maladie coronarienne, le fait d'avoir fait un infarctus à un moment de sa vie. Et
on a alors une cicatrice sur le muscle cardiaque. On a perdu une partie de ces cellules cardiaques qui ne seront plus capables de se contracter. Donc ça va être une des causes les plus fréquentes. On va aussi avoir des patients qui ont simplement une anomalie génétique, une maladie familiale qui va se présenter avec un tableau d'insuffisance cardiaque. Ça, on voit beaucoup. Comme nous, on est un centre universitaire, on nous référence beaucoup de patients pour ça. Parfois, un virus, comme le virus de la grippe, le virus du coronavirus, peuvent donner ce qu'on appelle des myocardites. Et de nouveau, alors là, on a une inflammation du muscle, on abîme les cellules cardiaques et le cœur ne fonctionne plus bien. Et on est aussi extrêmement prudent maintenant avec toute une série de toxiques. Alors, l'alcool, l'abus d'alcool donne de l'insuffisance cardiaque. Certaines chimiothérapies peuvent donner de l'insuffisance cardiaque. Les drogues, la cocaïne, tout ça peut aussi amener de l'insuffisance cardiaque. Ok, merci. Euh, alors, j'ai une question. Donc, il y a apparemment l'insuffisance cardiaque aiguë et l'insuffisance cardiaque chronique. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Oui. Et merci. C'est pas toujours facile de faire la différence. Je dirais qu'aigu, c'est vraiment le patient qui va se présenter en milieu hospitalier ou chez un médecin traitant avec des signes principalement de congestion. Il va être extrêmement essoufflé pour des tout petits efforts et il va avoir pris de l'eau, il va avoir grossi, il va avoir les pieds qui sont très gonflés et il y a une déstabilisation. Chronique, c'est le patient où on sait qu'il y a une altération de la fonction cardiaque, mais il est capable de vivre à la maison avec son traitement médicamenteux, de fonctionner plus ou moins correctement. Il a cette étiquette d'insuffisance cardiaque, mais il vit globalement avec la maladie comme une maladie chronique, comme on connaît beaucoup de maladies chroniques, et aiguës. Ce sont tous ces épisodes intercurrents qui vont faire que le patient vient consulter en urgence un spécialiste, un médecin traitant ou un milieu hospitalier parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il est vraiment beaucoup moins bien. Certains patients ne seront jamais hospitalisés avec de l'insuffisance cardiaque et vivront très bien avec leur maladie à la maison avec leur traitement médicamenteux. Parfois, la présentation initiale, c'est un tableau aigu. Donc, voilà, pour essayer de faire la différence entre aigu et chronique. Les deux sont souvent quand même un peu liés. C'est pas toujours tout à fait noir et tout à fait blanc. Je comprends qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque aiguë s'il n'y a pas le chronique en dessous. Alors, sauf quand c'est un diagnostic de novo, quand le patient vient pour la première fois. Donc, ça nous arrive parfois d'avoir des patients qui n'ont pas du tout d'histoire connue, ni d'infarctus, ni quoi que ce soit, et qui vont arriver à l'hôpital aux urgences avec cet essoufflement, ces pieds qui sont gonflés, et où on fera le premier diagnostic d'insuffisance cardiaque. On dira que c'est aigu, on va le traiter, soit il récupère tout à fait, et alors il y a eu un seul épisode dans sa vie où il va rester avec un tableau plus chronique. Ce qui est Oui. la majeure partie des patients où on sait que l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique pour laquelle ils vont devoir prendre des traitements toute leur vie. Oui. Alors, ma prochaine question est, est-ce qu'on peut guérir complètement d'une insuffisance cardiaque? Alors, on a des patients, donc je vous ai dit, on peut voir une altération de la fonction du muscle cardiaque, cette force du cœur, cette fraction d'éjection qui est abaissée. Moi, j'ai des patients qui vivent avec 30% de fraction d'éjection toute leur vie, qui ne seront pas hospitalisés, mais ça reste une maladie pour laquelle ils devront prendre les médicaments toute, toute, toute leur vie. Et en général, ce sont des associations de plusieurs traitements, ce n'est pas un seul traitement. Donc, est-ce qu'on en guérit? Même si le patient normalise sa fraction d'éjection, il devra continuer à prendre son traitement. Donc, ça reste une maladie chronique. Oui, ok, ça c'est bien compris. Ok, ça va. Alors, la prochaine question est comment on peut prévenir l'insuffisance cardiaque? Qu'est-ce qu'il Alors, faut faire pour, si possible, ne pas l'avoir? comme souvent en cardiologie et dans toutes les maladies cardiovasculaires, il faut essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Donc, si on a des facteurs de risque comme de l'hypertension, du diabète, c'est les traiter de façon agressive. C'est d'avoir une activité sportive régulière. En Belgique, on sait qu'on est beaucoup trop sédentaire. On devrait tous marcher une demi-heure par jour ou faire à peu près 10 000 pas par jour. Et donc, je pense clairement qu'une bonne hygiène de vie, une activité sportive régulière, pas manger trop salé, traiter ces facteurs de risque en prenant les médicaments pour le diabète, l'hypertension, peut prévenir l'insuffisance cardiaque. Maintenant, dans des formes familiales et génétiques, c'est difficile de faire de la prévention, évidemment. Oui, ok. Alors, j'ai une question d'une diététicienne qui demande
pouvez-vous donner des recommandations sur la restriction hydrique? Donc, quel volume, dans quel cas et qu'est-ce qu'on doit suivre comme paramètre? Ça sera souvent Est-ce que adapté vous à chaque... pouvez un peu expliquer la question pour tout le monde, parce que pas tout D'accord. le monde du public est dans le monde de médecine? Alors, on sait qu'un patient qui a de l'insuffisance cardiaque, quand on va le traiter, il aura besoin de médicaments. On peut rentrer plus en détail après si vous voulez savoir les types de médicaments dont le patient a besoin. Mais on sait aussi, je vous ai dit, il fait souvent de la rétention d'eau. Il fait souvent de la rétention d'eau et de sel. Et donc, une partie de leur traitement va être de leur donner des conseils d'hygiène de vie et d'adapter leur alimentation. Donc d'essayer d'avoir une alimentation pauvre en sel. On est loin du régime sans sel absolu qu'on prônait il y a quelques années, hein. Ils peuvent manger du pain salé. On leur conseille surtout d'éviter d'ajouter du sel à table, d'éviter les produits manufacturés, les plats préparés, les plats de traiteur, donc de cuisiner le plus possible eux-mêmes, les charcuteries, les fromages, de faire attention. Et certains patients sont très dépendants de la quantité de liquide qu'ils prennent. Donc souvent, on dit aux patients, ben, il faut bien vous hydrater, il faut boire 2 litres par jour. Ici, comme le cœur est un peu fatigué, que le rein peut être un peu fatigué aussi, on va souvent essayer de conseiller à 1,5 litre par jour, toujours avec la prudence qu'en période de forte chaleur, il faut boire plus que s'ils ont la diarrhée, il faut boire plus. Ils prennent parfois des diurétiques qui servent en plus à éliminer l'eau et du sel. Donc si ils ont des diurétiques qui fait 40 degrés dehors, qui boivent 1 litre d'eau, qu'ils ont la diarrhée, nous, on va avoir des catastrophes. Donc, on essaye, nous, d'apprendre à nos patients à nous contacter quand ils ont ce genre de soucis pour justement ne pas attendre trop tard. Et certains patients, on va leur dire 1 litre parce qu'on sait qu'ils ont tendance à être hospitalisés souvent, qu'ils font souvent de la rétention d'eau. D'autres, on va parfois être un peu plus large, on va dire 1,5 litre. On dit rarement au-delà de 2 litres. Et c'est tout compris. Donc, ça veut dire que si vous prenez un potage à midi, le volume de votre potage va compter dans le volume de liquide qu'on doit compter. C'est l'eau, le café, le thé. Si on boit un verre de soda, ça doit compter dans les boissons qu'on aura dans le total des liquides qu'on va prendre. Alors, parfois, en milieu hospitalier, dans des phases très très courtes, on va restreindre la quantité de liquide à 500 millilitres. Mais ça, en général, on ne le fait plus à la maison. C'est vraiment en aigu quand on veut essayer d'optimaliser le patient qui a pris 20 kilos d'eau, on doit faire perdre beaucoup de poids. Mais une fois que le patient est rentré à la maison, on élargit un petit peu ça et on essaie d'adapter les médicaments pour qu'il puisse quand même avoir un certain confort de vie et ne pas avoir l'impression d'avoir tout le temps soif. Ouais. Ok, ok, merci. Euh, alors, une autre question du public. L'insuffisance respiratoire est-elle liée à l'insuffisance cardiaque? Alors, un patient qui a de l'insuffisance cardiaque, s'il a la partie gauche de son cœur qui est fatiguée, il va pouvoir accumuler trop de pression dans ses poumons, il va avoir ce qu'on appelle de l'eau dans ses poumons, c'est ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon et il va être très très essoufflé. Maintenant, je pense que nous, comme médecins, on différencie, quand on nous dit insuffisance respiratoire, on va plutôt penser à des patients qui ont une maladie du poumon. Hein, le poumon, normalement, c'est une éponge bien, bien souple qui est capable de faire tout à fait les échanges d'oxygène et de CO2. Si on a de l'emphysème, de la bronchite chronique, des maladies rares avec des fibroses des poumons, et que ce poumon est tout à fait cicatriciel, les patients qui ont eu le coronavirus qui avait abîmé leurs poumons, on va plutôt alors employer le terme d'insuffisance respiratoire. Mais le patient cardiaque va être essoufflé aussi parce que ben voilà, soit ses muscles sont fatigués, il n'a pas un bon débit cardiaque et donc il va avoir un essoufflement, mais où la pathologie primaire n'est pas pulmonaire. Nous, on utilisera souvent le terme insuffisance respiratoire si le problème primitif primaire est lié à une atteinte des poumons. Merci. Alors, une autre question d'un patient, c'est pouvez-vous donner des conseils comment prévenir l'insuffisance cardiaque et la surveiller après un cancer du sein, traité par inhibiteur de l'aromatase et radiothérapie gauche? Voilà. C'est vrai qu'on sait que certains traitements qu'on donne pour le cancer
peuvent avoir une toxicité au niveau du muscle cardiaque ou au niveau des artères du cœur, au niveau des artères coronaires, en particulier la radiothérapie. Les rayons qu'on donne pour un cancer du sein à gauche ou pour un lymphome, par exemple, peuvent abîmer les artères coronaires. C'était surtout vrai il y a 20-30 ans. On a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge en radiothérapie où on est beaucoup plus ciblé parce qu'on a découvert effectivement que ça avait une toxicité énorme. Donc ça, c'est une des premières préventions qu'on a fait, c'est d'essayer d'avoir des traitements de radiothérapie qui sont plus localisés, plus courts dans les intensités, le temps que ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans par rapport à la radiothérapie. Par rapport aux inhibiteurs de l'aromatase, ce n'est pas tellement une toxicité directe au niveau du muscle cardiaque, c'est de nouveau plutôt vasculaire ou cardiovasculaire. Est-ce qu'on peut faire de la prévention? Ça va de nouveau chez des patients. Maintenant, on a mis en place dans beaucoup d'hôpitaux ce qu'on appelle des consultations de cardio-oncologie, donc des consultations combinées avec le cardiologue et l'oncologue pour justement identifier des profils de patients à risque. Une jeune femme de 25 ans qui n'a aucun antécédent, qui ne fume pas, qui n'est pas diabétique, qui n'est pas hypertendue, aura un risque beaucoup moins important de développer une toxicité de son traitement qu'un patient plus âgé, diabétique, hypertendu. Chez ces patients qui sont plus à risque, on va essayer d'adapter le traitement oncologique, de réduire éventuellement la dose, d'espacer les traitements, et on donnera parfois des traitements à visée protection cardiologique. Des vieilles molécules qu'on emploie pour traiter l'hypertension, par exemple, comme les bêta-bloquants ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on a quelques études qui montrent que ces médicaments peuvent diminuer la toxicité de certains traitements, mais pas tellement pour les inhibiteurs de l'aromatase, c'est plus pour d'autres traitements comme les anthracyclines, qui sont des chimiothérapies lourdes qu'on donne parfois dans les cancers du sein, et d'autres traitements du cancer du sein, comme ce qu'on appelle l'herceptine, qui est un anticorps monoclonal, où là, on sait qu'il y a une toxicité sur le muscle cardiaque qui est très présente, et où on va suivre ces patients tous les mois, tous les 2-3 mois, avec des échographies en fonction de leur profil de risque. Donc, on a fait des progrès, hein. Nous, par exemple, vous disiez, je travaille beaucoup en transplantation cardiaque. On a des jeunes enfants qui ont été traités pour des leucémies quand ils avaient 4-5 ans, qui ont été bombardés de chimiothérapie, de radiothérapie, et qui arrivaient après à l'âge adulte font de l'insuffisance cardiaque. Là, maintenant, on essaie d'éviter que ça arrive parce qu'on connaît la toxicité de ces traitements et les patients sont suivis beaucoup plus attentivement après ce genre de traitement. Ils seront vus par des cardiologues et par des oncologues régulièrement. Ok, merci. Alors, une prochaine question, c'est quel est l'effet de l'ubiquinol Q10? Et si vous voulez un peu expliquer d'abord ce que c'est l'ubiquinol. Alors, l'ubiquinol Q10 ou le coenzyme Q10, je pense que c'est surtout un complément alimentaire qui a... J'ai essayé de refaire la littérature par rapport à ça pour être tout à fait objective. La première utilisation qu'on lui connaît en Belgique, c'est surtout chez des patients qui prennent des médicaments pour le cholestérol, des statines, parce que ça va diminuer les crampes musculaires, ça va diminuer les douleurs musculaires des patients. Ça, c'est la première chose. Et puis, si on revient au sujet de l'insuffisance cardiaque, si je peux dire un mot du traitement, c'est une combinaison de traitements médicamenteux. On a maintenant 4 types de médicaments que doivent avoir nos patients, et ça a été montré dans des études sur des grands nombres de patients. Et il y a eu quelques études avec cette molécule, ce coenzyme Q10, que moi je considère plutôt comme un supplément, un complément alimentaire, avec des populations très hétérogènes. Alors, ça n'est en soi pas très dangereux, ça n'est pas très toxique. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce que ça va vous sauver la vie si vous le prenez parce que vous avez de l'insuffisance cardiaque? Je pense qu'à ce stade-ci, on n'a pas assez de données que pour dire ça. Les petites études montrent que ça a un effet favorable au niveau de la fonction des vaisseaux, au niveau de ce qu'on appelle l'endothélium, donc ce sont les cellules qui recouvrent la paroi des vaisseaux. Il faut toujours rester prudent avec ces compléments et ces suppléments alimentaires parce qu'il y a parfois des interactions avec des médicaments. Donc ça, parfois, ce sont des choses qui sont en vente libre, en pharmacie, mais on prend du Synthron, de la warfarine. Le coenzyme Q10 peut interagir avec votre Synthron, donc ça, il faut quand même le savoir. Et ça peut aussi, chez certains patients, parfois avoir des effets secondaires, des nausées, des réactions allergiques. Donc, voilà, je pense qu'avant de prendre ça, il vaut toujours mieux poser la question à son médecin. Est-ce que vous pensez que ça peut m'aider? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose? Je vous dis, moi, ce n'est pas un traitement de choix dans l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas la molécule qu'on va commencer chez tous nos patients. Après, pour certains patients, par rapport aux statines, il y a certains patients qui sont soulagés par le médicament.
Dans l'insuffisance cardiaque, les données sont beaucoup moins importantes. Et alors, il ne faut pas oublier parfois que ces suppléments alimentaires coûtent extrêmement. Les médicaments où on a ce qu'on a, je dirais, des recommandations internationales, des données scientifiques lourdes, en général, les médicaments sont remboursés par notre sécurité sociale, donc les médicaments sont bon marché. Ces compléments alimentaires ne sont en général pas remboursés et le prix monte parfois, selon les boîtes que vous achetez, jusqu'à une centaine d'euros. Donc voilà, il faut bien mettre en balance le bénéfice qui n'est pas démontré, le coût de ce genre de traitement. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai une longue question de Monsieur Verbeek, qui est d'ailleurs dans la réunion. Monsieur Verbeek, il est président de l'Association des cardiaques sportifs. Il dit que le sport, c'est bon et recommandé pour les cardiaques, notamment pour les personnes affectées par les maladies coronariennes. Les centres de revalidation ont créé des coronary clubs pour assurer la troisième phase de revalidation, l'entretien après l'infarctus. C'était il y a longtemps déjà. Les coronary clubs sont encore actifs de nos jours, mais sont en fait des niche players. Aujourd'hui, les coronariens peuvent faire du sport un peu partout, dans des clubs ou individuellement. Est-ce également possible pour les personnes qui ont une insuffisance cardiaque, qui peut être problématique pour la tolérance à l'effort? Il y a aussi, il pense, des nouveaux atteintes différents. Le sport est-il adapté pour tous les cas? Dans quelles conditions? Et les insuffisants cardiaques peuvent-ils faire du sport quand est-ce bénéfique pour eux? Voilà. Merci pour la question. Alors, je vais prendre ma casquette de revalidateur et de réadaptateur. Oui. Monsieur Verbeek, il peut peut-être allumer son microphone et donc, Oui. effectivement, je pense que c'est un point capital. Quand j'aurai moi un nouveau patient en consultation, je vais souvent leur expliquer que dans la prise en charge, les médicaments sont un aspect des choses, que l'hygiène de vie, l'alimentation, la restriction hydrique, l'autre aspect et le troisième point que je souligne, c'est l'activité physique. Le cœur, c'est un muscle. Il y a 20 ans, on disait à nos insuffisants cardiaques, restez assis sur une chaise, ne faites plus rien. Maintenant, on a pris le parti inverse. Dans les critères de revalidation cardiaque, les patients qui peuvent bénéficier de revalidation, après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, on pourra les conventionner et donc ils seront remboursés comme les coronariens de 45 séances dans les 6 mois après l'hospitalisation. Alors moi, je leur explique souvent, c'est bien, vous allez venir à l'hôpital 45 fois faire votre validation cardiaque. Vous arrêtez ces 45 séances de revalidation, tout le bénéfice disparaît. Et donc, ce que je veux vraiment qu'ils fassent pendant ces 45 séances, c'est qu'ils aient les outils pour continuer leur activité physique après la revalidation cardiaque. Qui puissent effectivement soit aller dans un centre de sport, d'une salle de sport, qui continue de leur côté. Mais ça reste capital et je l'ai dit tout à l'heure, on devrait tous marcher au moins une demi-heure par jour, voire plus, puisqu'on devrait faire à peu près 10 000 pas par jour. Moi, le lundi, je suis en consultation toute la journée, je suis au bout d'un couloir, je fais à peu près 5 000 pas sur ma journée. Si je veux arriver à mes 10 000 pas, je dois aller marcher encore une demi-heure pour être sûr d'arriver à mes 10 000 pas. Donc 10 000 pas, c'est quand même déjà beaucoup. Alors, pour le patient insuffisant cardiaque, ce qu'on va surtout conseiller, on aime bien une activité physique régulière, modérée. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de travailler entre 75 et 85% de la fréquence cardiaque maximale. Des activités comme le squash, le badminton, le ping-pong, où c'est très rapide, très intense, sur une très courte durée. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas en faire, mais ce n'est pas celle qu'on va privilégier au départ. On va plutôt essayer d'apprendre à nos patients à travailler dans l'endurance, dans la longueur. Donc faire des activités comme la marche sur un tapis, le vélo, le rameur, et puis des exercices de relaxation ou d'étirement pour essayer de refaire leur masse musculaire. Et puis après, si les patients vont bien, on élargira la panel d'activités physiques. Et dans le suivi de mes patients insuffisants cardiaques, au moins une fois par an, je leur fais une épreuve d'effort avec une ergospirométrie, donc réellement une mesure de leur capacité physique, parce que pour moi, c'est le meilleur facteur pronostic, beaucoup plus que les paramètres que je vais avoir à l'échographie cardiaque. J'ai des patients qui ont 30% de fraction d'éjection, mais qui pédalent une minute, qui sont au bout de leur vie, d'autres qui ont 30% de fraction d'éjection, mais qui vont pédaler 10 minutes sur mon vélo et qui sont encore capables de faire plus. Je suis beaucoup plus inquiète pour le premier que pour le deuxième.
Et donc oui, l'activité physique, elle est essentielle dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Alors on essaye, nous, de leur proposer ces programmes d'entretien qu'on appelle Coronary Club, effectivement. Je pense que peut-être qu'on devrait élargir le titre maintenant ou le nom parce que ce n'est pas forcément toujours que des patients coronariens. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Verbeek. Si vous avez l'impression de ne voir que des coronariens dans ces clubs ou s'il y a aussi des insuffisants cardiaques. Euh, En tout cas, merci de me donner la parole et merci pour vos explications. En fait, je pose la question pour deux raisons. D'une part, pour voir si effectivement, lorsqu'on était insuffisant cardiaque, on pouvait bénéficier du même environnement sportif que les coronariens qui ont été créés, évidemment pour les coronariens après un phare. Je dois dire que, en fait, je n'ai pas connaissance de cas d'insuffisance cardiaque. La plupart des gens sont effectivement des personnes qui ont fait un infarct, qui ont un problème coronarien ou qui sont à risque. Donc, c'est la prévention primaire dont nous parlons là. Et nous avons également des valves qui ont été raccommodées ou remplacées, etc. Donc, c'est pour cette raison que je posais la question, tiens, pour ce genre de pathologie, est-ce qu'on peut également bénéficier de notre service, auquel cas nous aurions pu effectivement élargir, comme vous le dites, la zone d'activité. En fait, nous visons essentiellement la prévention secondaire, donc il faut avoir eu un petit problème ou un grand problème, mais qui soit stabilisé. Et nous visons également la prévention primaire, plus quelques cas que nous acceptons des maladies chroniques pour lesquelles les exercices qui favorisent la santé du cœur sont également indiqués. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est deux choses. D'une part, vous me dites effectivement, il faut faire du sport, et il y a beaucoup de possibilités d'en faire, mais quand je vois, je dirais, le résultat, l'évolution du langage des centres de revalidation, du langage des cardiologues et des médecins, je constate, et nous constatons tous au sein de notre association, qu'il y a, je ne vais pas dire un laisser-aller, mais on dirait que il n'y a plus la même intensité. Le sport n'est plus aussi impératif pour la troisième phase qu'il ne l'était au tout départ. Au tout départ, il y a 30 ans, on avait créé un centre de revalidation, lequel a créé un Coronary Club. On avait structuré convenablement, je dirais, la troisième phase, comme elle est d'ailleurs en France, mais qu'elle n'est pas ici en Belgique. Alors, je me demandais, parce que je vois d'une part le nombre des mes membres diminuer, le nombre de clubs diminuer également, et la difficulté d'avoir ce soutien médical, pas sous la forme d'une ordonnance ou des choses pareilles, simplement d'un conseil. J'ai l'impression que la maîtrise de la pathologie, je parle ici de la maladie coronarienne, est telle que finalement on peut délaisser, je dirais, certains impératifs, tant du côté médical que du côté des patients, peut-être même plus du côté des patients, puis certains disent, oui, mais maintenant, je mets un stent, j'en mets un autre, je peux y aller, je suis guéri, etc. Alors il y a là vraiment un petit problème qui fait que nous devenons effectivement un niche player pour des gens qui ont conscience de cette nécessité, mais je crois quand même que sans cet apport du monde médical, eh bien, on oublie une centaine ou 200 ou 300 personnes par an qui, n'étant pas informées, eh bien, ne pratiquent pas cette activité. Voilà, je vous remercie, c'était le but de mon intervention. Merci. Donc, pour répondre brièvement à votre question, donc je travaille aussi en hospitalisation, hein, donc je vois ces patients à la phase aiguë après leur infarctus, après leur stent, après leur angioplastie. On leur propose à tous ceux qui rentrent dans les critères de la revalidation de bénéficier de ce genre de programme. C'est remboursé par notre système de soins de santé. Pour une fois qu'il y a quelque chose de positif, beaucoup déclinent déjà cette première phase. Par manque de temps, alors on essaie de leur dire de mettre les priorités, hein. Je pense que quand on a fait un infarctus, effectivement, parfois il faut lever un peu le pied pour pouvoir aller plus dans la durée, hein. Parfois il vaut mieux prendre le temps de faire 2 semaines off, 3 semaines off, de faire au moins 10, 15, 20 séances de revalidation et d'apprendre à faire du sport convenablement. Mais déjà là, on a beaucoup de refus. Et
moi, j'essaye en tout cas, avec mes patients insuffisants cardiaques, d'insister sur cet aspect de sport. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à la troisième phase. Alors, est-ce que c'est parfois une question d'horaire aussi, de disponibilité, d'accès à ces coronary clubs? Hein, je pense qu'il n'y a rien à faire, je ne vais pas les citer, mais certaines salles de sport, pour des budgets qui sont pas toujours très importants, ont parfois leurs portes quasi ouvertes 24 heures sur 24. Maintenant, je ne suis pas sûre que tous mes patients cardiaques y vont. Et moi, je leur dis souvent qu'une bonne activité, c'est la marche. Je leur dis, achetez-vous une bonne paire de chaussures. En Belgique, même s'il fait mauvais, il y a quand même toujours bien une demi-heure dans la journée où vous allez pouvoir sortir pour aller faire de l'exercice physique. Euh, mais il y a, je pense, on est dans un monde où on devient de plus en plus sédentaire et on met le sport de côté, alors que aussi bien pour moi, ça fait partie de la prévention de l'insuffisance cardiaque et ça fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc clairement, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'ils aient une activité sportive. On les encourage. Hein, imaginez, moi j'ai des patients qui sont sur la liste d'attente de transplantation cardiaque qui attendent parfois 1 an et demi, 2 ans pour arriver à la transplantation cardiaque. S'ils restent assis dans leur chaise, le jour où on va les greffer, ils n'auront plus de muscles. Ils ne se sentiront pas mieux, les patients. Ils vont me dire, mais docteur, vous m'avez fait subir une opération importante et moi, je suis toujours aussi essoufflée, toujours aussi fatiguée qu'avant. Donc, on essaye vraiment de maintenir ces patients dans des programmes sportifs pour garder un minimum de masse musculaire parce que ça nous évite des complications. Et il y a des études, surtout pour les coronariens, moins dans l'insuffisance cardiaque pour la survie, mais où il a été montré qu'après un événement coronarien, la revalidation améliorait le pronostic des patients. Pour l'insuffisance cardiaque, les données sont plus sur des réductions d'hospitalisation et une amélioration de la qualité de vie. Mais clairement, ça doit faire partie de nos priorités. Alors, on peut rediscuter. Hein, je vous dis, nous, on a aussi à Saint-Luc, je pense, notre Coronary Club. On peut rediscuter avec nos équipes et voir comment c'est fréquenté. Certains viennent là aussi pour voir des collègues, des amis. Ça devient un petit groupe où on prend le café ensemble. Ça fait du bien au moral. C'est aussi un des bénéfices de la revalidation. Hein. Ils ont une prise en charge pluridisciplinaire. Hein. Et puis, ils ne sont pas tout seuls. Ils se rendent compte que ça permet d'échanger les difficultés et de voir que ben, la maladie cardiaque au sens large, elle atteint tous les âges de la vie. Donc, moi, je suis vraiment, voilà, je pousse mes patients à participer à ces programmes. Ok, je vous remercie. Eh bien, j'espère que ce sera le cas de nombreux cardiologues, de nombreux médecins. Merci en tout cas. L'aspect social est aussi évidemment l'avantage des clubs coronariens. Hein. Ils se retrouvent là. Donc, en fait, c'est une continuation de la révalidation cardiaque. On Donc, a il faut la parlé, stimuler, je pense. bien sûr, et je n'ai pas dit, mais imaginez-vous, vous avez de l'insuffisance cardiaque à 45 ans. Euh, Quel est le chamboulement que ça va avoir dans votre vie? Est-ce que vous savez travailler? Alors, quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur pourra peut-être continuer à travailler. Moi, j'ai des maçons qui sont censés être sur des chantiers toute la journée, donc on perd son travail. Donc, ce sont des maladies qui ont parfois des répercussions sur beaucoup de choses, avec parfois des nécessités de réorientation professionnelle. Et donc, tous ces programmes, effectivement, de revalidation, ben, il y a une psychologue, il y a une assistante sociale, il y a un kiné, il y a une diététicienne. On a montré dans l'insuffisance cardiaque que la prise en charge devait être pluridisciplinaire. Le cardiologue à sa place, le médecin traitant est capital. Si le patient n'a pas un bon médecin traitant, on sait que c'est compliqué. Une bonne assistante sociale, essayer d'augmenter le remboursement des médicaments. Je vous ai dit, ils ont 4 médicaments, ok, c'est remboursé par la mutuelle, mais quand on fait le compte, même remboursé par la mutuelle, ça fait des gros budgets à la fin du mois, à la fin de l'année, chez un patient qui ne travaille plus, qui perd son travail. Donc, c'est une maladie, je dirais, euh, dont on ne parle pas beaucoup, l'insuffisance cardiaque, mais c'est une maladie chronique grave et effectivement qui a des répercussions sur toute la vie du patient. Merci. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le public qui ont une question pour professeur Pouler? C'est le moment. Vous pouvez, oui. Faudra allumer le micro ou il y a quelqu'un? Alors moi j'ai encore une question pour vous. Est-ce qu'il y a un lien entre l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales?
Oui, enfin, peut-être pas au sens maladie rénale, mais le cœur étant la pompe qui apporte le sang à tous les organes, très souvent, cœur et reins sont intimement liés. Hein, si vous perfusez pas bien vos reins, on va avoir une mauvaise fonction rénale. Alors, de nouveau, on ne traite pas des chiffres de créatinine. On traite un patient. Parfois, les traitements vont faire que le chiffre de créatinine de fonction rénale augmente un peu dans la prise de sang. Mais si le patient est bien compensé, on sera content. Alors, dans l'autre sens, certaines maladies rénales terminales qui progressent peuvent avoir des répercussions au niveau cardiaque parce que si le rein ne fonctionne plus du tout, on élimine moins bien l'eau et le sel, on va avoir tendance à avoir de l'accumulation d'eau et de sel et on va avoir de l'insuffisance cardiaque secondairement. Et les facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète atteignent les deux organes. Et alors, aussi d'autres, le rein, c'est la pompe. Certains de mes patients, on a parlé de l'essoufflement comme symptôme principal, mais parfois la manifestation, c'est docteur, je ne sais plus manger, j'ai plus d'appétit. Ah, on vous entend plus. Docteur Poulet, professeur. Allô? C'est moi. Professeur Pouler, on vous entend plus. Voilà. Le docteur Pouler professeur Pouler avait des problèmes d'Internet, mais elle essaye de se reconnecter. Donc, surtout, restez en ligne. Elle va revenir. Ah, voilà, elle est là. Voilà. On n'entend pas. Désolée, la connexion Internet de Saint-Luc n'est pas toujours très fiable et au bout d'une demi-heure, voilà, je suis coupée régulièrement. Mais donc voilà, oui, il y a des cœurs liens, il y a des liens cœur et rein, clairement. OK, ça va. Alors, j'ai une question de Margherita. Euh, voilà. Ta parole est à vous, madame. Margherita? Ah, je lis le commentaire, je vois le commentaire Ah, voilà, effectivement oui. de Margarita. Mais donc, Donc, la si question est, j'ai 65 ans et mon généraliste m'a dit, votre cœur se fatigue. Je panique. Voilà. alors, il ne faut pas paniquer. Je pense que si le généraliste a dit que le cœur était fatigué, il faut voir la raison, hein. Parfois, c'est parce qu'il y a de l'arythmie, de l'hypertension. Je dirais que ça vaut la peine, s'il y a de l'inquiétude, que le médecin traitant ne sait pas comment traiter, ben, de prendre rendez-vous chez un cardiologue pour faire une échographie du cœur, voir quelle est la fonction du cœur. Parce que moi, je n'ai pas tellement parlé de ça aujourd'hui, mais la fatigue cardiaque, ben, c'est clair que si on a un problème de valve, hein, imaginez qu'on a un rétrécissement sur une valve à la sortie du cœur, ben le cœur peut aussi se fatiguer. Donc, ça fait, pour nous, ce n'est pas une cause des maladies du muscle, mais il y a 50 000 raisons pour la fatigue du muscle cardiaque. Donc, je dirais, la première chose à faire si on est inquiet, c'est soit de retourner vers son médecin traitant pour qu'il donne un peu plus d'explications sur pourquoi le cœur est fatigué.
Et si lui ne sait pas répondre, de prendre rendez-vous en consultation de cardiologie pour faire un bilan complémentaire. Les examens en cardiologie ne sont pas très invasifs au début, hein. Une échographie du cœur, c'est un examen qui n'irradie pas. Ça dure une bonne demi-heure et on a déjà une évaluation complète de la fonction cardiaque et des valves. Et puis, en fonction de la raison pour laquelle on adaptera le traitement médicamenteux. Et je vois qu'il y a aussi une autre question dans le chat qui disait quelle est la fréquence cardiaque qu'on vise chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque. Alors, l'objectif dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est d'essayer d'empêcher que le cœur ne batte trop vite. Hein, le moulin, le cœur qui bat en permanence à du 100 par minute, ça arrive au début. Il va essayer de compenser le fait qu'il est fatigué, mais il consomme beaucoup plus d'énergie en faisant ça. Et donc, ce qu'on va faire, on va donner un traitement comme les bêta-bloquants, le bisoprolol par exemple, ou le carvedilol, qui va ralentir la fréquence du cœur et qui va lui permettre de mieux se remplir, de mieux se vider, de consommer moins d'énergie. L'image que je prends souvent avec mes patients quand je commence le traitement, au lieu d'avoir un moteur Ferrari qui va démarrer à du 300 km/h et consommer le plein d'essence en quelques secondes, l'objectif ici, c'est d'essayer d'avoir le cœur en hibernation, donc un peu plutôt comme un moteur diesel qui va démarrer plus lentement, qui va être plus froid au démarrage, mais qui va faire plus de kilomètres, consommer moins d'énergie et aller sur du plus long terme. On va baisser la tension pour que le cœur est plus facile à se vider. Donc l'objectif en termes de fréquence cardiaque, c'est souvent d'essayer d'arriver entre 60 et 70 par minute. Certains patients sont parfois un peu plus lents, d'autres sont parfois un peu plus rapide. Ça, ça dépend de chaque patient, en fait. Ok, Et alors, merci. Oui. il y a encore une autre question. Alors, fibrillation auriculaire, chirurgie efficace définitivement ou pas? Ça sort un peu de mon domaine de compétences. Donc, je suppose que par chirurgie, la question, c'est ce qu'on appelle les ablations ou les isolations des veines pulmonaires. Donc, ce sont des techniques qui sont percutanées. Ce ne sont pas des chirurgies à cœur ouvert comme pour un traitement de valve. Ça dépend de la durée de la fibrillation auriculaire. Quelqu'un qui est en fibrillation auriculaire depuis 10 ans, la probabilité d'avoir un succès est plus faible. Chez quelqu'un qui a un diagnostic de fibrillation auriculaire plus récent, la fibrillation auriculaire paroxystique, donc le cœur qui alterne des périodes rapides, lentes, même chose, on a plus grande chance de succès. Et donc, je dirais à peu près plus de 90% de succès dans les premières procédures chez des patients qui ont le profil idéal. On sait qu'il y a des facteurs qui favorisent la récidive de fibrillation auriculaire, donc par exemple l'obésité, les apnées du sommeil. Si on va faire une isolation des veines pulmonaires chez un patient qui a ces comorbidités-là, de nouveau, le taux de succès est plus bas. Donc, c'est aussi du cas par cas. Je pense qu'il faut évaluer les bonnes indications. Comme souvent en médecine, si on choisit le mauvais candidat pour un traitement, le taux de succès sera plus bas. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Pas pour l'instant. On a encore un quart d'heure, donc si vous Il n'y a voulez. personne qui a posé la question de la... Est-ce que c'est fréquent, l'insuffisance cardiaque? Ah oui, voilà. C'est Est-ce que souvent c'est une fréquent? question. C'est souvent une question Bonne question. que j'ai. Donc en Belgique, on estime que c'est à peu près 40 nouveaux patients par jour quand même. Et c'est à peu près 260 000 personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque, entre 2 et 3% de la population. Donc c'est quand même pas anodin. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ça va augmenter parce qu'on vieillit tous. L'espérance de vie est plus importante et donc il y a ces aspects qui sont liés à l'âge. À travers le monde, c'est presque 60 millions de personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc, ce sont quand même des chiffres qui sont, pour moi, je dirais colossaux. Et l'autre chose importante, peut-être, c'est que on a parlé du pronostic, on a dit que c'est une maladie chronique dont on ne guérit pas vraiment. Maintenant, j'ai des patients qui vivent très très bien en prenant leur traitement médicamenteux, mais c'est une maladie, c'est un domaine dans lequel on a fait d'énormes progrès. Quand moi j'ai commencé comme assistante, on avait un médicament et on donnait des diurétiques, on donnait du Lasix. Le Lasix, c'est celui qui va nous aider à éliminer l'eau et le sel, mais il ne change pas le pronostic du patient. Ici, ces dernières années, on a vu que maintenant, on avait 4 classes thérapeutiques à mettre chez nos patients et on sait qu'avec ça, on améliore la survie de nos patients, on améliore leur qualité de vie et ils sont moins souvent hospitalisés.
Donc là, je pense qu'il y a quand même, et c'est des domaines de recherche. Je vous ai dit un mot dans les étiologies. Il y a des étiologies qui sont familiales, qui sont génétiques. Je pense qu'on va arriver un jour, en fonction de la pathologie qu'on a identifiée, à avoir des traitements très spécifiques pour ces jeunes patients qui ont des anomalies génétiques en disant, voilà, on peut vous proposer tel ou tel traitement. Je pense qu'il faut, enfin, c'est vraiment des domaines où il y a des progrès énormes. On voit moins d'un. L'infarctus reste la cause numéro un, mais on en voit quand même moins parce que les patients sont traités plus tôt. Tout le monde est sensibilisé, on a mal dans la poitrine, on va rapidement aux urgences. Euh, et donc, plus on traite tôt l'infarctus, moins on aura d'insuffisance cardiaque. On fait de la prévention, on traite le cholestérol, on traite l'hypertension, on traite le diabète, mais il reste quand même toutes les autres causes d'insuffisance cardiaque qu'on verra toujours et pour lesquelles on est meilleur dans la prévention aussi, dans le dépistage. Ce sont Et les aspects importants aussi. quel est l'âge moyen que vous diagnostiquez l'insuffisance cardiaque? Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement et à laquelle j'ai difficile à répondre parce que je vous dirais que dans un centre, on est quand même un centre académique, on fait de la transplantation cardiaque, donc on nous envoie des patients jeunes pour la transplantation cardiaque. Donc j'ai des patients de 45 ans qu'on nous réfère pour la transplantation cardiaque. Maintenant, moi j'ai un domaine de recherche qui est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fonction préservée, qui est une pathologie qui touche la personne plus âgée. Et là, on a fait un registre ici, on a collecté des informations chez presque 300 patients. Et là, la moyenne d'âge dans ce groupe-là, elle est de 75 ans. Donc, il y a vraiment des profils de patients différents dans l'insuffisance cardiaque. Et c'est ça que je dis, elle touche tout le monde. J'ai des patients qui ont 20 ans. On a parlé dans les causes, une cause que je n'ai pas citée, ça, après une grossesse, une femme peut avoir de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est dramatique et ça se traite. Mais voilà, j'ai des patients de 20, 25 ans. Et j'ai des patients de 75, 80, 90 ans pour de l'insuffisance cardiaque. Les raisons sont un peu différentes en fonction de l'âge. Ok. Merci beaucoup. Alors, il y a encore le temps pour quelques questions, si vous voulez. Euh, Je je ne vois vois qu'il y plus. a un commentaire, quelqu'un qui demande s'il y a un replay, parce que c'est vrai que j'ai expliqué les deux côtés du cœur. Parfois, quand je donne cours, je fais un petit dessin pour expliquer ça. Je peux essayer de le partager parce que c'est parfois plus facile de montrer sur un dessin quelles sont les conséquences. Mais il faut vraiment vous imaginer que le cœur, c'est une pompe. Et elle doit faire avancer le sang vers l'avant, vers les différents organes. Elle doit faire avancer le sang vers les reins, vers le cerveau, vers les muscles, vers le foie. Mais quand la pompe ne tourne pas bien, ben, elle n'est pas capable de faire avancer le sang. Et donc, ça veut dire qu'il y en a qui restent en avant de la pompe, un peu comme le barrage. Et donc, il faut vous imaginer que ce sang va s'accumuler dans les organes qui sont juste avant. Et donc, soit c'est les poumons, si c'est avant la partie gauche du cœur, et avant la partie droite, ça va surtout être la circulation plutôt veineuse, donc ça va être le foie et les jambes, les membres inférieurs. Je sépare les deux parties du cœur, mais elles sont bien attachées, hein. C'est pas un circuit dissocié, mais pour essayer de représenter le fonctionnement. Et donc, dans les patients avec de l'insuffisance cardiaque très avancée, dans les autres symptômes, si on perfuse mal son cerveau, on peut être confus. On peut être tout à fait perdu, désorienté, avoir une somnolence importante. Donc, c'est vraiment une maladie systémique, hein, l'insuffisance cardiaque. Elle va avoir des répercussions sur tous les organes. Oui. Oui. Il y a entre-temps une nouvelle question qui est arrivée par le chat. Quel est le rapport entre insuffisance cardiaque et grossesse? L'éclampsie augmente-t-elle le risque d'insuffisance cardiaque? Donc, sur le plan étiologique ou ce qu'on appelle physiopathologique, pourquoi est-ce que certaines femmes peuvent avoir de l'insuffisance cardiaque après une grossesse? On pense que ce sont les variations hormonales colossales qu'on va voir pendant la grossesse qui peuvent être responsables. Maintenant, ben, il y a des millions de grossesses à travers le monde et toutes les femmes ne font pas de l'insuffisance cardiaque. Alors, on sait qu'il y a des femmes qui ont des grossesses gémellaires, les patientes africaines, avec des profils effectivement plus à risque, comme l'éclampsie, l'hypertension, sont des patientes qui seront plus à risque d'avoir de l'insuffisance cardiaque. Mais il y a encore au niveau du mécanisme des inconnus énormes.
il y a des études qui sont en train de sortir en disant qu'il y a probablement une prédisposition génétique chez ces patients qui font de l'insuffisance cardiaque après la grossesse. C'est probablement de nouveau des combinaisons entre l'environnement et génétique. Donc, si cette femme-là n'avait jamais été enceinte, elle n'aurait jamais eu de problème. Mais le fait qu'elle ait cette anomalie génétique fait que la grossesse, les variations hormonales, il faut bien vous imaginer, pendant la grossesse, le débit cardiaque, il double, hein. Donc, les femmes en fin de grossesse, elles ont un débit cardiaque à presque 10 litres en permanence. S'il y a une petite anomalie au niveau cardiaque, ben, ça va prendre une ampleur colossale. Et l'éclampsie, la pré-éclampsie peut être un pied vers l'insuffisance cardiaque après. Mais ce n'est pas 100% des cas de nouveau. Ok, merci. Merci. Encore une question? Non, je ne vois rien. Est-ce que vous pensez encore à quelque chose, professeur, quelque chose de bons renseignements, un message pour les gens qui sont là, pour éventuellement Prenez soin de voir. votre cœur, tout Oui, simplement, hein. C'était la Saint-Valentin il y a 2-3 jours. Là, il y avait quelques campagnes. Euh, on vit dans un monde difficile. Je crois qu'il faut rester un peu optimiste et qu'on a des choses déjà simples, qu'on peut faire tous les jours pour prendre soin de soi. Essayer effectivement d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, bouger régulièrement, profiter du moment présent. Ça reste des choses toutes oui, simples et voilà, je pense que parfois il oui. faut. Je pense aussi aux autres, comme hein, moi, quand je vois quelque chose dans mon entourage, une personne qui souffre, maintenant qu'on connaît un peu les symptômes, qu'on peut peut-être donner Bien un sûr, bon conseil bien pour sûr. aller voir un Et médecin. jamais hésiter à consulter, hein. Donc, je pense qu'on a maintenant suffisamment de choses qu'on peut faire pour aider les patients avec des traitements simples. Et donc, si vous avez des doutes, si vous avez, il y a suffisamment d'endroits où on peut aller chercher de l'information, méfiez-vous parfois d'Internet. Mais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est essoufflé, qui a les pieds qui gonflent, qui se réveille la nuit à court de souffle, qui doit s'asseoir au bord de son lit. Le premier diagnostic, ce sera de l'insuffisance cardiaque et les médecins traitants, les cardiologues seront disponibles pour traiter, oui. OK, ceci dit, je pense qu'on peut s'arrêter là, sauf s'il y a encore quelqu'un avec une question brûlante, Euh, mais je vois rien. Alors, je vais remercier tout le monde qui est là ce midi, qui a pris du temps pour Ah, il y a encore un monsieur là, oui. Monsieur Van, Berlo, oui, on vous entend. je vous savoir, j'ai une tension du sang, hein, et du côté droit c'est plus élevé et du côté gauche, quand on prend la tension, c'est enfin 20 à 30% plus bas. Vous pouvez me dire pourquoi la différence et qu'est-ce qu'on sait faire? Vous avez une différence de tension entre les deux bras, c'est ça? J'ai bien Oui, compris c'est la ça. question. Alors, la première raison pour ça, c'est ça peut être. Donc, on a toujours une petite différence, mais en général de 10 millimètres de mercure maximum entre nos deux bras. S'il y a des différences plus importantes, ça peut parfois être parce qu'il y a un rétrécissement sur un des vaisseaux. De nouveau, c'est de la mécanique, c'est de la physique, hein. S'il y a un des vaisseaux donc ce qu'on appelle le vaisseau sous-clavier, l'artère sous-clavier qui va vers votre bras qui est un petit peu rétrécie, ben, en amont du rétrécissement, la tension va être plus haute et en aval, elle va être plus basse. Donc ça veut dire que vous aurez un bras où la tension est plus haute et que vous aurez un bras où la tension est plus basse. L'examen simple à faire pour ça, c'est de faire une échographie des vaisseaux du cou et des vaisseaux du bras. Alors après, parfois, effectivement, en vieillissant, on peut avoir des petites différences. Il n'y a aucun autre symptôme que votre médecin traitant a examiné et qui a dit qu'il n'y avait rien de spécial. Voilà, je ne vous vois pas, je ne vous ausculte pas, donc c'est toujours difficile de donner un avis. Mais la première cause de grosse différence de tension entre les deux bras, c'est parce qu'il y a une petite anomalie vasculaire sur les vaisseaux qui amènent le sang dans vos bras, tout simplement. Ok, merci pour la réponse. Merci bien. Bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va s'arrêter là alors. OK, voilà. Merci à tout le monde d'être venu ce midi. Merci surtout au professeur Pouler pour nous répondre à nos questions, pour prendre du temps, pour nous écouter. Et j'espère
vous voir tous à notre prochain webinaire sur un autre thème. On vous tient au courant. Merci à tout le monde et Merci. bon après-midi. Merci et désolé pour la coupure Internet. Non, pas de problème, pas de problème. On savait que... Bye bye. Oui, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Ciao. Merci beaucoup, très intéressant. Merci.